Donc, prenez vos places, s'il vous plaît, pour notre prochain panel. Nous avons le plaisir je cherche les notes biographiques de Jasmin, là. J'ai les ai dans ma pile, là. J'enlève mon clip, puis j'y arrive. Pas besoin. On a le plaisir d'accueillir Jasmin, dans le fond, qui est membre du conseil de connexion énergie de Canadian Energy Climate Nexus, ou le lien canadien de l'énergie et du climat. Donc, Jasmin, qui est intéressée par les phénomènes du transfert thermique appliqués aux sciences de la Terre. C'est un hydrogéologue. Hier, on l'a rencontré, on aurait tous voulu le consulter avant d'installer nos installations de géothermie. On a fait des grosses erreurs, on a payé bien trop cher tout le monde. On avait les bonnes intentions. Donc, Jasmin est un scientifique dans le domaine de la géothermie, une sommité chez nous. Puis, je vais lui laisser présenter son panel, notre prochain panel sur des solutions concrètes pour effectuer cette transition. Merci, Jasmin. Bon après-midi à tous. Good afternoon. This panel will be in French, but if you have questions in English, do not hesitate. Donc voilà, je m'appelle Jasmin Raymond, je suis professeur à l'Institut national de la recherche scientifique, qui est une composante de l'Université du Québec. Je travaille au Centre Haute-Terre Environnement de Québec. Et comme l'a dit Anne-Marie, j'effectue principalement de la recherche dans le domaine de l'énergie géothermique. En fait, mon background est en sciences naturelles et génie, géologue de formation. Donc, j'ai le théoricien que je suis a invité 3 praticiens qui, eux, sont aussi dans les domaines des sciences naturelles et génie, mais font de la transition énergétique une réalité au Québec. Donc ce matin, on a discuté un peu plus avec Kirk de qu'est-ce que ça va nous prendre globalement pour réaliser la transition énergétique au Canada. Ensuite, avec Pierre-Olivier, on a regardé d'un aspect économique comment tout ça pourrait être pour être géré. Alors que là, je vous amène plus sur le plan là, des ressources naturelles et des technologies qu'on pourrait exploiter dans le futur. En fait, le Québec, vous savez probablement tous que le Québec est reconnu un peu comme une province verte puisqu'on consomme environ 50% de notre énergie de sources renouvelables qui proviennent principalement d'hydroélectricité, d'éoliennes et de biomasse. Le Québec importe toutefois beaucoup de produits pétroliers. En fait, l'autre 50% de l'énergie que l'on consomme provient essentiellement des produits pétroliers. Et comment on fait pour les remplacer, ces produits pétroliers? Quelles sont les technologies disponibles? En fait, on a beau se vanter au Québec qu'on a beaucoup d'hydroélectricité, c'est bien pour la consommation électrique. Reste qu'on consomme une bonne quantité d'hydrocarbures pétroliers. Dans les secteurs des transports, de l'industrie et des bâtiments qui représentent 43, 29 et 10% des émissions de gaz à effet de serre de la province. Au printemps dernier, le gouvernement du Québec le gouvernement du Québec a voulu prendre une action pour tenter de faire un pas en avant vers la transition énergétique et a adopté une loi qui met fin à l'exploration pétrolière et gazière au Québec. Cette loi-là qui a été adoptée, on peut se poser la question, est-ce que c'était simplement du greenwashing ou en français, de l'éco-blanchiment, puisque l'industrie pétrolière et gazière au Québec était relativement, somme toute, très petite, n'émettait très peu ou pas beaucoup de gaz à effet de serre lorsqu'on compare au bilan de la province. Et c'était peut-être un geste relativement facile de la fermer ou de l'arrêter dans une province qui, essentiellement, est dépendante d'importation de produits pétrole et gaz. Et si le sud du Québec est dépendant du pétrole et du gaz pour au moins 50% de l'énergie que nous consommons dans le sud, le nord du Québec l'est encore plus. Dans le panel, on va discuter un peu de la situation énergétique aussi au Nunavik, où les produits pétroliers est la principale source d'énergie pour à la fois la génération d'électricité, le transport et le chauffage. Donc, une situation qui est encore plus critique.
Donc, à travers le panel, ce que je veux, bon, c'est discuter de quelles sont les alternatives au niveau des ressources et des technologies qui pourraient être développées dans le futur avec nos trois praticiens issus du milieu là, de l'industrie. Donc, je vais demander à chacun d'entre vous de se présenter. Et puis ensuite, il y a une série de questions. Là, on va essayer de passer à travers rondement pour ensuite prendre les questions du public. Alors, je demanderai à Stéphane Séjourné de Enki Géosolutions par commencer à se présenter. Dis-nous un peu, Stéphane, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Merci, Jasmin. Bonjour ou rebonjour. Donc, Stéphane Séjourné, je suis géologue d'exploration. C'est-à-dire que je m'intéresse aux ressources naturelles du sous-sol. Et généralement, c'est une fois qu'on les trouve, ces ressources, que les problèmes commencent. Mais on peut anticiper ça et penser à la chose en amont aussi. Et la raison pour laquelle Jasmin m'a demandé de participer, c'est parce que je m'intéresse historiquement à l'exploration pour les hydrocarbures. J'ai commencé mon métier comme ça, puis j'ai une longue expérience que je renie absolument pas. Mais depuis 2017, je m'intéresse de plus en plus, et même presque uniquement maintenant, aux autres formes d'énergie qu'un géologue avec un background pétrolier peut mettre au service de la communauté. Fait que si j'ai l'occasion, je pourrais vous en parler un peu plus tantôt. On peut commencer à continuer. Oui, merci Stéphane. En fait, ensuite, on peut y aller avec Justin Bulotta qui lui travaille dans le nord du Québec. Justin, à ton tour. Bonjour tout le monde. Donc, Justin Bulotta, je suis ingénieur électrique de formation et j'ai dédié ma carrière à date dans les énergies renouvelables, notamment l'éolien. Et j'ai eu la grande chance de monter les projets éoliens à la mine Raglan. C'est une mine qui est à la pointe extrême nord du Québec, où le climat est très ardu. C'est un climat arctique, un climat extrême. Donc, je vous mentirais pas en disant que au début, quand m'est venue l'opportunité de monter ce projet-là, j'y croyais pas. Je baignais dans le monde éolien. Je me suis dit, ça marchera jamais ici, vu les conditions. Et à force de réaliser le projet, j'y croyais de plus en plus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la technologie aujourd'hui, elle est assez mature pour affronter ces défis environnementaux ou plutôt climatiques. Mais cette technologie-là qui est disponible aujourd'hui, on peut l'installer. Donc, ça ne vient pas sans dire qu'il n'y a pas de défi de logistique pour acheminer ces technologies dans le Nord. Il n'y a pas de route. Tout doit être amené par bateau. Tout doit être amené par avion. Quand tu viens faire un projet de cette sorte, si tu oublies ton boulon, il n'y a pas de Canadian Tire au coin de la rue. Donc, il faut vraiment avoir de la contingence, savoir pallier avec un plan B, un plan C, un plan D, puis ainsi de suite, pour pouvoir réaliser ces projets très ambitieux, mais très nécessaires pour le Grand Nord. Comme Jasmin le mentionnait, le Grand Nord est dépendant à 100% du pétrole aujourd'hui. Puis, on pourra parler plus amplement là, de cette transition énergétique qui peut se produire dans le Nunavik. Et puis, Justin, tu travailles pour les énergies Tarkouti. Qu'est-ce que les énergies Tarkouti? Peux-tu nous en donner un petit topo rapidement? Oui, les énergies Tarkouti, j'ai joint récemment l'équipe des énergies Tarkouti. C'est une entreprise 100% inuit qui est vouée à développer les projets d'énergie renouvelable du Nunavik, donc faire la transition énergétique de tous les villages du Nunavik. Il y a 14 villages. Donc, le mandat de Tarkouti est de trouver les meilleures solutions selon chaque village. Et aussi, on a signé une entente avec Hydro-Québec pour travailler main dans la main pour effectuer cette transition énergétique. Présentement, tout l'apport de pétrole qui se fait au Nunavik est contrôlé par les Inuits. Donc, c'est des revenus substantiels pour les communautés nordiques. Donc, on en parlait un peu plus tôt aujourd'hui, que si on vient cannibaliser cet apport, ce flux monétaire par rapport au pétrole en faisant la transition énergétique, mais c'est peut-être quelque chose qui est bien vu d'un point de vue écologique, mais financier, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que les Inuits ont investi dans la création de cette compagnie qui sont les énergies Tarkouti pour effectuer la transition, puis que les revenus puis les bénéfices de ces projets-là restent parmi les communautés puis soient distribués parmi
les 14 communautés du Nunavik. Fascinant tout ça. Et notre troisième panéliste, Laurent Gagné-Boisvert, qui lui est chez BBA dans le domaine de l'efficacité énergétique. Donc à toi, Laurent. Bonjour à tous, Laurent Gagné-Boisvert, je suis ingénieur mécanique, chargé de projet chez Boutier de Parizeau, qui est une firme de génie conseil en bâtiment. Donc, à travers mon travail, on conçoit beaucoup de grands bâtiments au Québec, en Ontario et un peu ailleurs au Canada. Donc, des hôpitaux, des universités, des écoles, des bases militaires, des tours qu'on a autour de nous. On participe à ces projets-là. Et mon apport à l'entreprise tourne beaucoup autour de la décarbonation des bâtiments et l'efficacité énergétique. Donc, je participe beaucoup à conseiller mes collègues pour que dans un peu tous les projets qu'on fait, il y ait cette dimension-là d'économie d'énergie et de réduction des GES. J'ai une spécialité aussi plus dans la géothermie, donc on se rejoint là-dessus et c'est une des technologies que j'essaie de proposer dès que c'est possible. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous pour parler de décarbonation des bâtiments. Merci. Donc voilà, vous connaissez maintenant tous nos panélistes. Donc, ce matin, les discussions étaient très, très macro. Là. Je vous amène plus peut-être sur une échelle micro, à l'échelle de projet au niveau de l'industrie pétrolière et gazière du nord, du secteur des bâtiments. Donc, vous allez voir, ça va être assez varié. Et je commencerai par une première question pour Stéphane d'Enki Géosolutions. Pour que Stéphane, tu puisses un peu nous expliquer en quoi consiste la loi qui a été adoptée par le gouvernement du Québec pour mettre fin à l'exploration pétrolière et gazière au Québec. Qu'est-ce que cette loi-là et quel a été l'impact au Québec depuis son adoption qui est quand même tout récente? Oui, effectivement, c'est récent. C'est tellement récent et compliqué que j'ai besoin de mes notes. Je suis content que Jasmin m'ait prévenu parce qu'on parle en fait de 3 lois. Laissez-moi sortir ça. La première à laquelle Jasmin fait référence, c'est une loi qui a été proposée en février, qui a été adoptée en avril, c'était très rapide, et qui est entrée en vigueur le 23 août de cette année. C'est tout récent, tout frais, puis elle s'appelle, c'est pour ça que j'ai besoin de mes notes, chacune a 2 lignes. Le nom de chacune de ces lois, c'est invraisemblable. C'est la loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures ainsi qu'au financement public de ces activités. Bon, je pense que c'est assez clair. Là, on a compris le message, rien qu'avec le titre. Puis, qu'est-ce qu'elle fait, cette loi-là? Dans le fond, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle édicte une nouvelle loi, parce que ça se reproduit en plus, ces bêtes-là. Elle édicte la loi mettant fin à la recherche d'hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d'hydrocarbures et à l'exploitation de la saumure. Fait que pour faire plus simple, celle-là, je l'appelle la loi qui dit qu'il est temps de passer à autre chose. Okay? Elle interdit aussi, vous l'avez compris, la recherche et la production d'hydrocarbures et l'exploitation de la saumure. Gardez ça en tête, la saumure, c'est important pour la suite. Elle interdit la recherche de réservoirs souterrains lorsque cette recherche est faite dans l'intention de rechercher, de stocker ou d'exploiter des hydrocarbures ou de la saumure. Ça ressemble un peu à ce que je viens de vous dire. La nuance, en fait, est importante. Ça veut dire que de ça, on sort les réservoirs de stockage souterrain d'hydrocarbures déjà existants. On en a 2 au Québec. C'est une spécialité québécoise et puis ça permet de stocker essentiellement du gaz naturel qu'on achète quand il est à moindre coût et qu'on revend quand il y a une pénurie ou quand le prix monte. Et puis ça, on l'a sorti de cette nouvelle loi qui interdit les hydrocarbures, mais on n'a pas le droit de rechercher de nouveaux réservoirs de stockage. C'est important. Fait que ça veut dire quand même que même si on garde nos réservoirs de stockage actuels, on s'en va vers la fin de ça. Le message est clair. Et puis, pour rester cohérent, cette loi modifie la loi sur les hydrocarbures existantes. Elle n'est pas morte, sauf que de cette loi sur les hydrocarbures, on a sorti tout ce qui est recherche et production d'hydrocarbures. Et puis, c'est devenu finalement, j'ai encore besoin de mes notes, la loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel ou de pétrole. On a remplacé pipeline par conduite. Dans le fond, ça revient finalement à faire une loi pour une compagnie qui s'occupe de gérer les 2 sites de stockage qu'on a au Québec. Ça, c'est assorti de mesures de transition, évidemment, parce qu'il y a des compagnies qui font de l'exploration, de la production, elles ne sont pas contentes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Il y avait, à l'époque, 165 licences d'exploration qui étaient détenues par une quinzaine de compagnies, un peu plus. Une licence de production et puis 2 licences de stockage, qui sont toujours valides, ces 2-là. Et puis, il y avait des autorisations d'exploiter la saumure. Fait que tout ça, c'est fini. Je vous
passe la poutine interne qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, ça c'est les programmes d'indemnisation, parce que ces gens-là, dans le fond, il faut d'une certaine manière s'assurer qu'on se quitte en bons termes. Ça ne marche pas très fort de ce côté-là, mais il y a quand même un programme d'indemnisation qui existe. Et aussi, un point intéressant, c'est qu'on impose à ces compagnies-là de fermer les puits d'hydrocarbures existants. Ça va être intéressant pour la suite de ce que j'aurais à vous dire, c'est qu'avant de les fermer, on aurait le droit possiblement de les considérer pour faire des projets pilotes de géothermie, de séquestration de CO2, de n'importe quoi qui nous passe par la tête, pourvu que ce soit pertinent pour la transition énergétique. Et ça, c'est un point important qui nous concerne directement dans cette loi-là. Les conséquences pour l'industrie pétrolière et gazière, c'est évident, c'est dramatique, mais en même temps, c'est quasi nul, parce que, comme disait Jasmin tantôt, ça fait bien longtemps qu'on fait de l'exploration au Québec. On a trouvé des ressources, du gaz de schiste, des réservoirs conventionnels, du pétrole de schiste aussi anticosti, mais ça fait bien longtemps qu'on ne les exploite pas non plus. Ça fait une couple d'années que les seuls qui font de l'argent vraiment au Québec avec l'industrie pétrolière, c'est les avocats, en bien ou en mal, je ne juge pas. C'est vraiment un choix de société de décider d'aller de l'avant ou pas, puis ce n'est pas à moi de prendre parti, mais il n'y a pas vraiment de production d'hydrocarbures qui se fait au Québec depuis une couple d'années, il faut le reconnaître. Et de ce point de vue-là, cette loi qui met fin à la production et l'exploration des hydrocarbures, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'éco-blanchiment, mais ça a un impact majeur sur les compagnies pétrolières, ça a un impact quasi nul sur les citoyens. C'est évident. Ça peut avoir des impacts, par contre, indirects sur nous qui cherchons des formes d'énergie ou des sources d'énergie alternatives, dans la mesure où ça va probablement devenir plus difficile et plus dispendieux de faire de la recherche et de trouver ces ressources-là. Si je veux trouver de la géothermie, je veux dire une ressource géothermique profonde, dans le sud du Québec, je vais me reposer énormément sur les données collectées par l'industrie pétrolière. Les données sismiques, les données de forage, c'est des données de température, c'est des informations directes pour lesquelles je n'ai pas eu besoin de payer. Il y a des gens qui faisaient de l'exploration pour les hydrocarbures qui les ont collectés. Ça, c'est des informations auxquelles on a accès pour les données historiques, mais on n'aura pas accès à de nouvelles informations à partir de maintenant. En fait, on aime ou on n'aime pas, mais il faut être conscient qu'il y a des conséquences indirectes aussi pour nos préoccupations actuelles. Il y a aussi la perte de savoir-faire et de matériel aussi associé à l'industrie pétrolière. Si je veux faire un forage profond pour la séquestration du CO2 au Québec, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait faire ça. Avant ça, on pouvait se reposer sur l'expertise et l'infrastructure de l'industrie pétrolière qui avait les connaissances pour faire des forages profonds. Il y en a encore un petit peu parce que cette loi est entrée en vigueur en août, mais très rapidement, cette expertise-là va se perdre, cet équipement-là va être démobilisé ailleurs. Ça va devenir plus dispendieux, plus difficile pour nous, peut-être d'avancer dans l'exploration ou la mise en valeur de certaines autres ressources. Ce n'est pas impossible, ce que je dis là, ce n'est pas négatif, au sens où cette expertise développée par l'industrie pétrolière au Québec, il a fallu qu'il la développe. OK, on revient à zéro, puis nous, on va développer une nouvelle expertise, mais il va y avoir une période de ralentissement où le momentum va être plus difficile à démarrer. Ça, c'est les deux conséquences finalement de cette nouvelle loi, une directe pour l'industrie, une indirecte pour les cas qui nous occupent aujourd'hui. Donc, au niveau du gouvernement, j'imagine qu'il devra avoir des suites, sinon la loi est un peu bon. On arrête tout, mais ensuite, on ne fait plus rien. Restera à voir qu'est-ce qui s'en vient. Oui, si je peux continuer brièvement, il va y avoir des suites parce que dans le projet de loi, dans la loi maintenant, il y a la possibilité pour, je disais, des projets pilotes pour les puits qui vont être abandonnés. Puis quand on lit la loi, ça a l'air de tourner un petit peu en rond. On interdit l'exploitation de la saumure, mais on autorise de faire des projets pilotes pour mettre en valeur il faut que je le lise, les ressources énergétiques stratégiques liées à la saumure. Donc, ça ouvre la porte à finalement ouvrir de nouveau à l'exploration et pour des ressources très spécifiques, puis on n'aura absolument plus le droit de produire des hydrocarbures, même si on en trouve, mais si associé à ça, il y a des ressources qui sont utiles pour la transition énergétique, là, effectivement, il y aura moyen de s'asseoir et de dialoguer à nouveau. On y reviendra sur ces fameux projets pilotes et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur. Là, j'aimerais vous amener un peu dans le nord du Québec, le Nunavik. En fait, les territoires nordiques font partie, couvrent une grande partie du territoire canadien, mais très peu de Canadiens ont la chance de se rendre dans les communautés nordiques isolées et ne connaissent
pas vraiment la situation de ces communautés et toute leur dépendance énergétique. Donc pour mettre la table à la discussion, Justin, j'aimerais que tu nous expliques un peu quelle est cette dynamique là, de dépendance énergétique des communautés nordiques. Oui, ben les communautés nordiques, comme on le mentionnait, sont très éloignées, donc on doit s'y rendre par avion, puis le cargo est acheminé par navire. Il y a 10 mois d'hiver par année. Là-bas, il neige à tous les mois de l'année. Les gens ils vivent de cette ressource froide et ils sont très confortables avec le froid. Donc, quand je dis qu'on doit cheminer tout par cargo, donc non seulement c'est l'immobilier, la nourriture qui est acheminé, mais aussi le pétrole. Le pétrole, il doit être prévu. On doit connaître la quantité de pétrole qu'il faut acheminer dans chaque communauté. Donc, ce pétrole-là est acheminé dans la fenêtre d'ouverture maritime du Grand Nord. Donc, à un moment donné, à un certain mois de l'année, mais on arrête tout envoi de pétrole dans le Nord. Donc, il faut vivre le restant de cet hiver sur cette ressource de pétrole dans les réservoirs. Donc, si jamais il y a une demande supplémentaire, mais il y a un risque de ne plus avoir de pétrole puis devoir l'acheminer par avion en plus petite quantité. Donc, c'est une réalité auquel chaque communauté fait face. Les communautés sont bien rodées, ils connaissent vraiment pour chaque maison la quantité de diesel qui est consommée et aussi au niveau d'Hydro-Québec. Hydro-Québec produit par des génératrices l'énergie de chaque communauté. Il y a 82 millions de litres de diesel qui sont consommés annuellement au Nunavik. Donc, 40% de ça, c'est 40% pour la production d'énergie, d'électricité. Puis il y a un 40% pour la chauffe des bâtiments. Donc, c'est pas une chauffe de bâtiment électrique comme qu'on est habitué d'avoir ici dans le sud du Québec. Cette chauffe est faite à partir de fournaises au diesel. Puis, il y a un 20% pour le transport. Donc, quand on parle de transition énergétique, il faut qu'on s'attaque à ces volets-là. Mais je veux rajouter aussi le terme efficacité énergétique qui vient se jumeler là-dedans, puis qui n'est pas évident à faire au Nunavik. Les maisons sont relativement efficaces. Par contre, il y a une notion là-bas où il y a des garages qui sont chauffés, puis la porte de garage n'est pas bien isolée. Elle reste ouverte. Puis, c'est pas un individu qui va payer lui-même pour cette consommation, c'est la communauté qui va payer pour. Donc, c'est vraiment des collectivités. Les Inuits, comment qu'ils réfléchissent, c'est qu'ils travaillent pour la communauté. S'ils vont à la chasse, c'est pas pour dire je vais aller chasser pour moi, pour subvenir à ma famille. Non, je vais subvenir à la communauté. Donc, il y a un partage, un sentiment de partage qui est fait à ce niveau-là. Même chose au niveau énergétique. Il y a des organisations d'habitation, des coopératives d'habitation, c'est eux qui ramassent la facture d'Hydro-Québec. Donc, quand on regarde la tarification dans le Grand Nord, il y a des endroits au Canada, là, je sors un peu des frontières du Nunavik, mais il y a des endroits au Canada, ça coûte 1,75 $ le kilowattheure à produire. Il n'est pas distribué encore. À cela s'ajoutent les risques environnementaux. Quasiment à chaque année, il y a des déversements de diesel par des fuites, surtout par les systèmes de chauffage. Mais quasiment chaque année, il y a des déversements aussi par les navires qui acheminent ce pétrole. Donc, ces risques environnementaux-là sont présents. Il y a des risques aussi des risques, c'est réel, mais toute la pollution atmosphérique du Grand Nord, présentement, il n'y a pas d'arbres au Nunavik. Puis, il n'y a pas de capture carbone qui est faite naturellement par les arbres. Donc, cette pollution reste au Nunavik. Puis, les Nunavimioutes, la population du Nunavik,
sont aux premières loges de voir ces changements climatiques. J'ai eu la chance de travailler 10 ans environ dans le Nunavik, puis je les ai vus en 10 ans. J'ai vu l'évolution des changements, puis je vois le réchauffement de ces régions-là. Au début, je voyais qu'il y avait des neiges éternelles à certains endroits. C'était saisonnier. Maintenant, on n'en voit plus. Même chose pour la biodiversité qui change beaucoup. Donc, c'est un peu la dynamique présentement qu'il y a dans le Nunavik. Puis, le fait d'être pétrodépendant comme ça donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Ça fonctionne, ça pollue. Il y a une volonté locale de faire ce changement. Puis, c'est générationnel. Donc, on voit les jeunes qui ont accès au matériel informatique, des iPhones, des iPads et tout ça, qui ont accès à tout ce que les influenceurs peuvent mettre sur les médias sociaux. Ils le voient, puis ils le ressentent. Donc, on a une volonté de la jeunesse, puis on a les elders, qu'on appelle, donc les générations plus âgées, qui, eux, veulent voir cette transition énergétique se produire dans leur vivant. Donc, après ça, il y a la classe entre les deux générations qui, eux, balancent d'un camp ou de l'autre des fois. Ils disent, mais regardez, mon ampoule, elle allume, là, je me fous complètement qu'elle vienne d'une génératrice au diesel ou qu'elle vienne d'une éolienne tant qu'elle allume. Donc, on a cette, je ne veux pas dire une éducation à faire parce que ils sont très éduqués, les communautés du Nord, mais il y a une sensibilisation ou plutôt un roadmap à leur mettre, puis de dire, regardez, voici les choix, voici ce qui est, si on utilise cette technologie, ben peut-être elle va être bénéfique pour votre village, puis elle ne le sera pas pour l'autre village. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et il faut voir un peu les ressources, puis utiliser le terrain naturel, les ressources naturelles. Au Nunavik, c'est des conditions de vent world class. En 2015, l'éolienne qui a été installée à Minraglan est l'éolienne qui a produit le plus d'énergie au monde pour sa catégorie. Donc, cette ressource-là, elle est palpable, elle est là, elle est présente. D'autant plus que le fait qu'on est dans le froid, dans un climat nordique, la densité d'air est plus grande, donc on a une production d'environ 10% additionnelle d'énergie. Donc, ça prend moins de vent pour que ton éolienne puisse produire. Et la technologie, comme je mentionnais tantôt, elle est mature aujourd'hui. Elle est capable d'affronter ces climats-là, ce que nous n'avions pas il y a quelques décennies. Donc, le Nunavik est là, est aux premières loges de voir ces changements climatiques et elle est aussi, elle est très, comment dire, garante. Elle veut cette transition énergétique-là. Elle veut passer à d'autres choses. Encore là, les traditions ancestrales sont la chasse. Ils vivent de la chasse, de la pêche. Et il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que ces technologies, ces nouvelles technologies vont venir affecter leurs endroits de chasse, leurs endroits de pêche? Est-ce que ça va tuer des oiseaux? Donc, c'est toutes les questions auxquelles il faut répondre, auxquelles il faut démontrer. Et c'est pas une mince tâche. C'est de vraiment montrer les bienfaits, puis peser les pour et les contre. Donc, certains des villages ont le potentiel d'être complètement sortis du diesel. Donc, on a certains villages où est-ce qu'on a un bon potentiel hydroélectrique au fil de l'eau. Par contre, on ne peut pas produire à l'année longue. On peut produire environ, dépendamment de si on utilise le lac comme un réservoir, on peut produire entre 54% d'énergie, donc 100% d'énergie pendant 54% du temps dans l'année, jusqu'à 81% du temps. Mais si on le jumelle avec de l'éolien, là, on serait peut-être capable d'épargner la baisse du lac, d'utiliser le lac comme un réservoir, puis d'utiliser le vent quand il y a du vent, puis l'hydroélectricité quand il y a de l'eau. Fascinant, tout ça. Justin, on viendra un peu sur les technologies par la suite qui pourraient être développées dans le Nord. Puis en fait, je dirais, moi, pour faire à peu près la moitié de mes travaux de recherche dans les communautés nordiques, là, du Yukon jusqu'au Nunavut, je crois que c'est vraiment un privilège de pouvoir travailler avec les communautés du Nord.
Puis un aspect que tu as mentionné, je pense qui est très important, là, c'est l'impact des déversements des produits pétroliers. Si on prend le nord du Québec, Navuc, hein, c'est 12-13 000 habitants. Même s'ils consomment beaucoup de produits pétroliers, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas ça qui cause le réchauffement climatique, malgré que c'est eux qui subissent le réchauffement climatique. Mais l'impact des produits pétroliers dans le nord, c'est les déversements, parce que quand il y a des sols contaminés, il n'y a pas très peu d'infrastructures de traitement de sols contaminés et on doit retourner les sols contaminés dans le sud pour les traiter. Donc, ça se fait à un coût qui est énorme. Et je pense que c'est une des raisons importantes pour lesquelles cette dynamique-là doit changer. Mais bon, j'aimerais donner un peu de temps de parole aussi à Laurent, qui, lui, est dans le secteur du bâtiment. Le bâtiment, c'est quand même 10% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, il y a encore du mazout dans les bâtiments du sud du Québec. Il y a encore du gaz naturel qu'on doit déplacer, ultimement. Comment on fait? Quelles sont les technologies disponibles pour réduire la consommation énergétique des bâtiments? Il n'y a pas si longtemps, BPA a participé à un reportage de découverte où on parlait d'hydrothermie et réutiliser la chaleur de bassins d'épuration. J'imagine que c'est une des technologies intéressantes. Donc, peux-tu nous faire le topo sur qu'est-ce qu'il y a disponible pour le secteur du bâtiment? Merci. Tout d'abord, il y a une multitude de technologies qui nous aident à décarboner les bâtiments. Juste pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, quand on parle de décarboner les bâtiments, vu que l'électricité est propre, on parle du chauffage, de l'humidification, c'est les grands émetteurs de GES. On a cette chance-là au moins que notre éclairage n'émet pas de GES. C'est déjà un gros bout de chemin de fait, contrairement à des projets ailleurs, en Alberta ou peu importe. Donc, ce qu'on cherche, c'est à combler le chauffage. Comment on peut le combler? Il y a une multitude de technologies. Mais avant de tomber dans la technologie, je pense un peu comme M. Pinault a discuté plus tôt, faut arrêter de gaspiller l'énergie. Ça, c'est la mesure la plus simple, mais quand on parle de faire des projets de recommissioning, de remise en service, on parle d'aller dans un bâtiment et de se questionner sur est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser autant d'énergie, que ce soit des horaires d'occupation, des équipements qui sont en fin de vie ou qui ne sont pas adéquats. Il faut se questionner avant d'essayer de combler les besoins de chauffage. Il faut les réduire à la source. Et il y a des très, très gros chantiers au Québec et partout au Canada pour améliorer les bâtiments. Ensuite, dans les technologies, qui est un peu dans la même logique, avant d'essayer de créer de la nouvelle énergie, c'est de récupérer l'énergie. Donc, tous les bâtiments de bureaux ont des charges internes, des lumières des ordinateurs, des serveurs. On peut récupérer cette chaleur-là et la renvoyer pour chauffer le périmètre, pour chauffer l'eau, peu importe. Donc, avant d'essayer d'acheter du gaz naturel renouvelable ou d'installer de la géothermie, il faut récupérer notre propre chaleur qu'on a avant. Et ça, il y a encore trop de bâtiments qui ne font pas ça. C'est encore plus évident dans le contexte des centres de données ou des industries. Les usines, on voit des cheminées où il y a des températures extrêmes, des centaines et des centaines de degrés Celsius. C'est de la chaleur qui pourrait être valorisée pour chauffer le bâtiment ou chauffer des voisins. Les centres de données, c'est la même chose. On rejette de la chaleur à des quantités assez astronomiques. Donc, avant d'essayer de combler les besoins avec des nouvelles sources, il faut récupérer notre énergie. Donc, il faut avoir ce réflexe-là de plus en plus à se poser ces questions-là. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait des efforts pour réduire nos besoins. Comment on comble les besoins? Là, la géothermie, l'aérothermie, le gaz naturel renouvelable, les chaudières électriques avec des accumulateurs thermiques. C'est des technologies qui sont super pertinentes et qui sont, je pense, approuvées par tout le monde. Il ne faut pas chercher la technologie. Je pense que des fois, on voit certaines personnes qui sont un peu dogmatiques là-dedans en disant telle technologie, c'est ce qui va révolutionner le monde, mais il faut choisir la bonne technologie pour le bon bâtiment et pour la bonne région. La biomasse peut être super intéressante à certains endroits, mais juste ici, un camion de biomasse qui vient faire des livraisons à chaque semaine, c'est peut-être pas la solution. Donc, il faut rester ouvert sur toutes les technologies. Et là, tu parlais de l'hydrothermie. Dans ce cas-là, c'est analogue à la géothermie. Ce qu'on veut faire, c'est au lieu d'échanger de l'énergie avec le sol, on veut échanger de l'énergie avec de l'eau, des eaux de surface, donc que ce soit des lacs ou des rivières ou peu importe. C'est une technologie qui est très prometteuse.
surtout si on a cette ressource-là en eau qui est près du consommateur. Le bâtiment, le projet auquel tu faisais référence, qui est un projet d'hydrothermie qu'on a fait récemment à Saint-Adèle, c'était super intéressant. On avait un nouveau bâtiment de bureau qu'on concevait et qui était relativement proche d'un bassin d'eau usée. Donc, on a conçu un système pour aller avec des échangeurs de chaleur, des tuyaux. On vient échanger de l'énergie avec ce bassin-là pour chauffer et climatiser le bâtiment. Donc, ça prend des idées, ça prend des clients qui sont partants pour le faire. Mais quand je se creuse un peu la tête, puis on accepte de juste pas brancher une chaudière au gaz naturel, puis on se dit ça va faire la job. Quand on va voir un petit peu plus loin, on est capable souvent d'avoir des belles innovations comme c'est le cas avec ça. C'est fascinant. Bon, le temps file, mes panélistes. J'aimerais ça y aller avec une deuxième ronde de questions avant de prendre les questions du public, mais il faudrait quand même se garder du temps pour eux. Donc, on se donne, soyez brefs dans vos prochaines réponses, une dizaine de minutes pour passer à travers la deuxième ronde de questions. Puis ensuite, on pourra aller des questions du public. Donc, revenons à Stéphane et l'exploration pétrolière et gazière au Québec. En fait, si on ne peut plus en faire de l'exploration pétrolière et gazière au Québec, est-ce qu'il y a des ressources renouvelables ou peut-on utiliser le sous-sol pour des fins qui sont plus compatibles avec les énergies renouvelables au Québec? J'aurais préféré une réponse à laquelle je pouvais répondre par oui ou non. Ça aurait été plus rapide. Oui, des ressources naturelles au Québec, on pourrait utiliser pour la transition énergétique. Il y en a en Titi. Très rapidement, on peut penser, je vous parlais de la saumure tantôt. Pourquoi c'est important pour moi la saumure? Parce que j'ai allumé là-dessus, c'est que dans la saumure, on peut trouver du lithium dans certains environnements géologiques, pas dans toute la saumure. On a de la saumure au Québec. Est-ce qu'il y a du lithium dedans? Je ne sais pas, mais il faudrait le vérifier. Puis ça, c'est utile pour les batteries de voiture, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait penser à séquestration du CO2. Ça, c'est surtout valable dans le sud du Québec, près des gros émetteurs. On peut penser à l'hydrogène naturel, on peut penser au stockage d'hydrogène géologique, on peut penser au stockage d'énergie par air comprimé, que ce soit dans des dômes de sel sur les îles de la Madeleine uniquement, mais en cavité minée aussi ou en puits, c'est possible aussi. Tout ça, ça contribue à la transition énergétique. Puis ça, c'est uniquement la partie électricité. Il y a une autre partie très importante que mes collègues ont abordé, c'est la géothermie, parce qu'on parle de besoins énergétiques en électricité qui vont augmenter à mesure qu'on continue à consommer et que la population augmente. Mais si on considère que l'essentiel va être lié à la décroissance, on va toujours avoir besoin de base comme le chauffage. Puis le chauffage qui est assumé par l'électricité, on pourrait le déplacer, offsetter, grâce à la géothermie, par exemple. Fait que ça, la géothermie, par contre, ça s'applique vraiment à plein d'endroits au Québec où il y a un potentiel. Comme je disais toujours, c'est pas difficile de trouver un potentiel géothermique. La difficulté, c'est de le rendre exploitable pour que ça fasse du sens pour la communauté qui est à côté et économiquement rentable. Il faut que ça ait de l'allure. Fait que c'est là plus le défi. C'est pas un défi géologique, c'est plus un défi d'ingénierie et d'économie. Mais il y a énormément de choses qu'on peut exploiter de notre sous-sol qui seraient bénéfiques à la transition énergétique. Oui. Et très rapidement, tu as mentionné le mot hydrogène naturel. J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est très connu jusqu'à maintenant, le fameux hydrogène blanc. C'est quoi? Est-ce qu'on peut en avoir au Québec? Oui, ben, il n'y a personne dans la salle qui a entendu parler d'hydrogène naturel, sauf les gens à qui j'en ai parlé. Ah, vous, félicitations. Ah, c'est ça. Voilà, j'étais pas à Québec Mine. Donc, ça s'en vient, ça commence à être connu. Je suis content de l'apprendre. Et il y a 4 ou 5 ans, puis personne ne connaissait ça encore. Puis moi, j'avais entendu un peu parler de ça, puis ça a pris une couple d'années avant que je me convainque que ce n'était pas une arnaque juste pour les investisseurs. Puis il y a de plus en plus de publications scientifiques sérieuses, des thèses de doctorat qui se font maintenant sur l'hydrogène naturel. Très rapidement, comment ça marche? Ben, on pense au sointement de gaz naturel ou de pétrole qui arrive par endroits. C'est comme ça qu'on a découvert, qu'on a développé l'industrie pétrolière. Tout à fait par hasard, on trouvait des sointements dans le lit d'une rivière de pétrole. Tiens, on va creuser un puits, on va voir ce que ça donne. Tiens, il y a un gisement de pétrole. On est en train de recommencer ça avec l'hydrogène naturel maintenant, sauf que ce n'est pas un gaz à effet de serre. C'est un méchant bon avantage, mais c'est aussi nouveau. C'est une ressource naturelle qu'on commence à connaître, mais on la découvre. Et où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, dans certains pays, ça va être effectivement quelque chose de très pertinent. Dans d'autres, ça va être une impasse.
Est-ce qu'il y a de l'hydrogène naturel au Québec? Le sais-tu, moi? Il faudrait regarder. Mais quand des collègues ou des partenaires me demandent si ça vaut la peine d'aller investir pour chercher de l'hydrogène naturel au Québec, moi, je leur dis, je freine des cas de fer parce que pour l'instant, on n'a pas de cadre réglementaire pour encadrer ça. Puis j'ai vécu le gaz de schiste, il y a eu le pétrole de schiste anticosti, il y a eu des problèmes avec des réservoirs conventionnels, tout ça, c'est des hydrocarbures. Et puis, ce que je connais moins, donc j'en parlerai moins, mais c'est dans la presse, c'est bien documenté, c'est le moratoire sur l'uranium. Fait qu'avec tout ça qui s'accumule, comment je vais dire à des partenaires ou des compagnies privées de l'étranger qui viennent me demander s'il y a un potentiel d'hydrogène naturel au Québec, je vais dire, attendez un peu, on va voir s'il y a déjà un potentiel, puis s'il y a une réglementation qui permet de l'encadrer, parce que le principal problème qu'on a pour développer nos ressources, qu'elles soient fossiles ou utiles à la transition énergétique, c'est comment on peut faire ça sans empiéter sur le territoire de quelqu'un ou dans la zone de confort de quelqu'un. Comme disait M. Pinault tantôt, l'hydrogène naturel, moi j'y crois. Très honnêtement, c'est juste Stéphane qui parle, mais avant de le développer au Québec, il faudra qu'on puisse vraiment se mettre d'accord sur comment on veut le développer, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Mais ça pourrait être un gaz combustible qui n'a pas d'effet de serre et qui ne pourrait pas nécessairement être relié au bassin sédimentaire où il y a des gisements de pétrole. On pourrait en trouver ailleurs sur le territoire. Ça permet de délocaliser, de décentraliser ce genre de ressources et d'accès à l'énergie. Bon, je t'arrête là, Stéphane, parce qu'il faut continuer, mais j'ai l'impression qu'il faut avoir des questions à ce niveau-là. C'est fascinant. Justin, tu avais commencé à nous parler un peu d'hydroélectricité, d'éolien qui pourrait être développé dans le Nord. On fait aussi des études pour voir le potentiel géothermique du sol nordique québécois. Donc, à court, moyen, long terme, quelles sont les alternatives énergétiques pour changer la dynamique dans les communautés du Nunavik? Donc, c'est plutôt les technologies conventionnelles qu'on connaît, donc l'éolien, mais il y a croyez-le ou non, il y a un très bon potentiel solaire aussi au Nunavik. C'est sûr que dans les mois d'hiver, on ne produit pas grand-chose. Par contre, on a vu qu'au printemps puis à l'automne, vu la réflexion du soleil sur la neige, il y a des excellentes productions dans ces périodes-là qui viennent combler. Donc, si on regarde sur une moyenne annuelle, on fait à peu près la même production qu'à Montréal, à quelques environ 100 kWh par kilowatt installé près. Là. Donc, le solaire est très bien, puis ben, il complémente l'éolien. C'est sûr qu'on a une des meilleures ressources devant l'hiver. Donc, l'été, malgré que les ressources sont phénoménales, le solaire est un très bon atout à avoir au Nunavik, que ce soit au sol ou sur les toitures. Donc, il y a une tendance présentement dans le Nunavik que toute nouvelle construction va être munie de panneaux solaires sur le toit. Hydro-Québec, même chose, a l'intention, toutes les centrales thermiques qu'ils ont au Nunavik sont vieillissantes. Il y en a qui atteignent 30 ans d'opération. Donc, il est prévu à partir de 2026 d'en changer une, puis à chaque année, ils vont en remplacer une par des nouvelles centrales. Mais ces nouvelles centrales-là vont être munies, va être un bâtiment complètement solaire. Donc, c'est l'approche que Hydro-Québec veut prendre. On parle de géothermie aussi, donc on est en train d'explorer, on fait des projets de recherche, plusieurs projets de recherche en géothermie. Il y a les ressources marémotrices phénoménales, donc à Tasuya, qui clame avoir les plus hautes marées au monde. Par contre, je pense qu'il faut que tu le mesures pendant 30 ans pour pouvoir gagner le record Guinness. Donc, il y a des ressources aussi marémotrices là, qui sont très bien. On explore aussi le potentiel d'hydrolienne. Par contre, c'est peut-être au niveau d'acceptabilité sociale, c'est plus difficile pour les Inuits parce que leur garde-manger se trouve beaucoup dans l'eau. Donc, c'est un amalgame de toutes les technologies qu'on connaît. Par contre, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir des technologies robustes qui sont capables de survivre les hivers nordiques. Oui, puis en fait, quelles seraient brièvement les technologies pour lesquelles il y a plus d'acceptabilité des populations inuites versus moins d'acceptabilité? Le solaire a une très bonne presse au Nunavik, l'éolien aussi, mais ça dépend des villages. Donc, ce qui est étrange, on a installé 5 tours de mesure de vent il y a 1 an et demi. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on fait une campagne de mesure de vent, puis étrangement, des fois, tu peux avoir un pushback en disant, mais tu as un super beau décor naturel, puis là, tu as une grande tour de 60 mètres qui est là. Mais les Inuits, ils nous applaudissent d'avoir mis ça parce que le terrain est tellement
similaires que maintenant, ils ont un point de repère quand ils vont à la chasse. Ils disent, OK, ils sont capables de se rendre à leur village plus facilement. Donc ça, on ne l'avait pas anticipé. Puis c'est quelque chose de très bien vu, très bien. Donc, ils ont, je pense que l'éolien va primer. Le but, c'est vraiment d'électrifier. Là, présentement, le défi qu'on a, c'est que les charges sont très basses. Donc, on regarde des pointes d'environ 600 kW, tandis que les technologies robustes pour des climats nordiques, c'est du 3 MW de production. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes une éolienne de 3 MW pour juste produire 600 kW. C'est là qu'on regarde des projets d'intégrer la chauffe des bâtiments, donc de convertir toute la chauffe de bâtiments électriques qui triplerait la charge des villages et donnerait, des fois, c'est ce qui va justifier d'investir dans des projets comme ça. Mais je veux juste ramener la dernière petite parenthèse, mais ces projets-là font pas de sens économiquement s'il n'y a pas un support des paliers gouvernementaux pour ces projets-là. Donc, s'il y a un élan, si ça prend les subventions parce que sinon l'économique est trop difficile. Tout à fait. Puis revenons maintenant au secteur du bâtiment. Un mot-clé, Laurent, sur lequel je veux t'entendre parler, c'est les systèmes énergétiques de quartier. Dans une dynamique nord-américaine, que ce soit dans le sud du Québec ou même dans les villages nordiques, les systèmes énergétiques de quartier ne sont pas utilisés de façon très courante si on compare à d'autres juridictions, comme en Europe, par exemple, où ils sont beaucoup plus communs. Ici, on dirait que le chauffage est fait de façon individuelle pour chaque bâtiment. Donc, les systèmes énergétiques de quartier, est-ce que ça pourrait être bénéfique pour décarboner le secteur du bâtiment? Et comment on les déploie? Le réseau de chaleur, c'est assurément une des avenues super pertinentes pour décarboner les bâtiments. Quand on parle de réseau de chaleur, c'est qu'au lieu que chaque bâtiment ait sa chaufferie, sa chaudière au gaz ou électrique, peu importe, chaque bâtiment reçoit de l'eau chaude ou de l'eau froide d'une centrale. On a un bel exemple au centre-ville de Montréal avec la CCUM, qui est quand même, faut le souligner, un très beau système. Donc, avec cette grosse centrale-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus facile d'amener des nouvelles technologies renouvelables parce qu'on investit beaucoup, mais à un seul endroit, avec un seul opérateur. Au lieu que chaque personne essaye de développer sa meilleure solution, on investit à un seul endroit pour avoir la centrale la plus efficace. Donc, ça, c'est un gros avantage des réseaux de chaleur. Et aussi, en ayant des plus grosses capacités, vu qu'on centralise, on alimente tout un quartier, on a des grosses machines. Donc, c'est plus facile d'avoir des équipements plus efficaces. Souvent, les plus grosses machines, c'est des technologies qui ne sont pas accessibles en petite capacité. Donc, on peut avoir un système plus efficace, plus innovant. Et ce qui est intéressant aussi, qui n'est pas au niveau environnemental, mais plus au niveau sécurité, c'est qu'on peut décarboner beaucoup ce réseau-là avec de la géothermie ou peu importe. Mais après ça, on peut accrocher une chaudière au gaz qui va fonctionner si jamais il y a des pannes électriques. Donc, on vient centraliser aussi la redondance, ce qui est plus difficile. Si tout le monde a son petit système, bien, tout le monde doit avoir de la géothermie, une chaudière au gaz, donc c'est plus complexe. Donc, les réseaux de chaleur sont très puissants. Un enjeu qu'on a, pourquoi il n'y en a pas beaucoup ici, je pense qu'il y a un enjeu réglementaire. Au Québec, c'est très difficile. En Europe, c'est différent. Même à Vancouver, il y a plus ailleurs en Colombie-Britannique, il y a plus de réseaux de chaleur parce que la réglementation le permet plus. Ici, c'est très difficile de s'improviser distributeur énergétique. Donc, la réglementation pourrait évoluer pour simplifier ça dans l'avenir. Et il y a aussi une logique financière parce que l'énergie coûte très peu cher ici. Donc, il faut beaucoup de capital pour implanter un réseau de chaleur. Si on a une vision sur 50 ans, comme mettons plus en Europe, avec des coûts énergétiques élevés, il y a un business case, on revient toujours à ça. Mais si on a une vision à court terme et on a des coûts énergétiques très bas, il n'y a pas de logique financière à faire des réseaux de chaleur, malheureusement. Donc, une augmentation des coûts énergétiques dans l'avenir pourrait favoriser ça. Collectivement, ça serait peut-être plus facile d'implémenter des solutions. Ce serait assurément plus facile de décarboner les bâtiments avec des réseaux de chaleur. C'est juste qu'il y a beaucoup de barrières à l'implantation pour l'instant. Là, je vois Anne-Marie qui se rapproche. Je pense que c'est le temps de passer à la période de questions. Je pense que malheureusement, on passe au mot de la fin. Donc, c'est ce qui était prévu. Puis on a des gens à distance aussi. On n'a même pas un petit 5 minutes, peut-être, prendre des questions du public. Ça pourrait être intéressant. Donc, je suis convaincu que... Donc, il y en a une sur l'écran que ça, on va en prendre peut-être 2, pas trop, là, mais on va prendre quelques-unes. Donc, on nous demande ici, Carole Dupuis, hydrothermie puisant la chaleur dans les plans d'eau naturelle, n'y a-t-il pas un risque de causer des dommages écologiques en réchauffant l'eau
déjà touchés par le réchauffement climatique? Je vais l'apprendre, je pense que je vous en ai parlé, mais c'est une question qui est toujours soulevée dans ce genre de projet-là. Mais il y a toujours des études avec des biologistes ou des chimistes, peu importe, pour comprendre l'impact biologique qu'on peut avoir sur la vie marine, là, sur les animaux, sur les plantes. Et souvent, au niveau thermique, il faut pas avoir un trop gros impact sur le bassin, sur le réservoir d'eau qu'on utilise, parce que sinon, notre mécanique ne fonctionnera plus. Donc, on ne se rend pas à des limites très chaudes, très froides, parce que sinon, ça ne fonctionnera plus. Fait que ça, par la bande, ça vient aussi réduire les dangers potentiels de débalancer beaucoup thermiquement ces endroits-là. Mais oui, c'est quelque chose qu'on considère. Léa Berlinguet, Hydro-Québec. Laurent, on a collaboré sur une étude l'an dernier que vous avez produite pour nous sur la récupération de chaleur. On parlait du rôle de l'industrie, le rôle du politique. On a vu dans l'étude qu'au niveau des programmes financiers, ça faisait du sens pour les industries de le faire, mais ils ne le faisaient quand même pas. Donc, premier volet de ma question, est-ce que les programmes devraient être encore plus généreux, même si ça fait déjà du sens au niveau business case? Et dans le cadre du PEV, les municipalités sont pas nécessairement encore tenues, mais encouragées à faire un inventaire de leurs émissions GES puis élaborer des plans de réduction. Est-ce que les systèmes énergétiques de quartier, ça pourrait être une solution? Est-ce qu'il y a une ouverture de leur côté ou il y a une mécompréhension ou une résistance? C'est une excellente question. Ça met en lumière des enjeux actuels. On a beau donner des subventions assez généreuses pour décarboner tout ça, ça se fait pas de manière générale. Là, le public le fait, mais le privé le fait pas. Donc, je pense que ça va prendre une volonté politique. Je pense qu'on est rendu là, que le politique doit devoir obliger certaines choses, peut-être arrêter de faire des aquariums en verre où on fait juste perdre de la chaleur. Si on te donne un permis pour faire un centre de données, on te le donne, mais tu es obligé de valoriser ta chaleur. Ça va prendre, je crois, un cadre réglementaire qui va forcer les choses. Et quand on dit ça fait peur, mais ultimement, dans tous les pays, quand les gouvernements obligent à électrifier les transports, à avoir des meilleurs bâtiments, l'industrie va suivre. Oui, sur le premier jour, ça fait peur, mais ça prend cette volonté-là pour qu'il y ait des changements. Et ça va prendre plus de courage politique. Je pense qu'on est rendu là parce que les solutions sont des carbones, les bâtiments, les solutions sont là. Il ne faut pas attendre des solutions miracles. Les solutions sont toutes là, mais il faut forcer la main aux clients qui se bâtissent des bâtiments ou qui rénovent pour qu'ils fassent ça d'une manière plus harmonieuse avec l'environnement. C'est ma vision. Kirk, I'm going to bring you to speaker. Thanks very much. And apologies if you already answered this. I got part of the gist of the talk there, and it might be to any one of the three of you. Just I wondered if you had any comments on the economics or the business case for doing geothermal on a residential basis locally. And my reason for asking is I'm doing in Calgary, I'm doing geothermal to heat my house, and I'm running it off solar panels and connected to the grid as well, but I won't be connected to the gas system. And so there, I can sell power to the grid in Alberta, and I think I'll pay out the capital in probably 25 to 30 years, which isn't great, but it it's doable. And so I'm just curious as to how that would compare with the situation here in Quebec, where you'd be, running everything off the grid there. So. Tout d'abord, la géothermie, geothermal system, ground source heat pump systems connected to houses. This is not a good business case. At the moment, it's too costly for what you're getting back. And because of our clean and cheap electricity, it's really more profitable to install an electric boiler. And that's why we have that everywhere. So it's good to have some people doing it, but you don't do that for money. But in the future, if we have some peak demand costs for residential people, ground source heat pump system could become one of the solution, same as thermal storage. All those technologies at the moment, they don't make any sense in a house. They can do sense at a district heating system or for big buildings, but in the house, the first cost is too big. And so it's really logical of an energy cost at that moment. So if we have higher cost and more financial incentive, it can become interesting, but at the moment, it's not for the money. And if I can compliment, for a house, it's a bit expensive, right?
So those system things they make more sense for a large building where you could optimize, right, and get a shorter payback. But you know, the geothermal heat pumps represent maybe 1 or 2% of the global heating market in Canada. So if we were able to push this technology a little bit further, and I don't know, go with 10, 15, or 20% of the heating market, that would be huge savings in terms of electricity that we can release for electrification of transport in Quebec, for example, because we'll replace electric heating system, or just in other provinces reduce fossil fuel and directly save on greenhouse gases emissions. So there's a great potential, but yeah, still an expensive technology, especially in the residential sector. I can testify to that. And then the maintenance, try to find someone to maintain because we don't have skill. Maybe just a small thought on that. Just I don't want everybody to go out saying that geothermal systems are too expensive. For a house, it is, but for school, for hospitals, it is really an efficient solution, and we have a really good payback, and especially with incentive and all What's that. the typical payback now, for Well, instance? I'm saying really good. We're maybe at 15 years. We're trying to do projects under 20 years. So those are good projects when you have decarbonization in mind. And for a school that you build for more than 50 years, I guess 15 years payback is not that bad. We were able to do that for our Toronto office and the payback was less than 2 years in Ontario. So, un gros merci. Really, thank you. Really inspiring. We see that there's real life solutions. So thank you to our panelists. And our moderator. Gifts for our panelists. And I must say thank you to all of you. We're all here because we care. We care for this energy transition. We care for la sécurité énergétique pour les gens, la transition énergétique, que ce soit aussi économiquement viable pour ceux qui ont moins les moyens. On a 1 personne sur 5 qui utilise des banques alimentaires à Montréal, à tous les mois, puis au Canada. Donc, the 20% of the population that can't pay the electricity and pay the grocery and pay the rent will need solutions that work for them. So paying for this will require taxpayers' money, will require good ROI, and will require, like every other sector, changes in the market dynamics. I think, Pierre-Olivier, your message was really, really clear. We all get it. We need other people to get it. And we need the scientific community to help us develop the roadmap and do the ROI. And we need the tax incentives to align to what needs to happen in this country. So David, Laura, Christina, other members of CECN, thank you. Thank you for coming in Quebec today. Thank you for all the people from other provinces that joined us also. We need more of those conversations. I think everybody agrees. I'm not too sure what you intend to do next, but what I can give you the speaker to say. I'm assuming you're going to probably survey the participants. What would they like next? And you're going to share some of the content. But based on what we heard and saw, pretty sure that everybody that was here would like to continue the conversation and would probably bring some friends to evolve the conversation next time. So I'm going to give you one of these. So good news, no work for surveys. But after this, if you registered, we will send you the content of this and a link to the video. And one thing you can do is share it broadly, right? This was a nice homey event. It allowed for a lot of Q&A, lots of conversations. Thank you for that. That's really the purpose of this. And one thing I'll repeat is where we started with CECN, say our values are foundly and firmly planted on all inclusivity, the use of knowledge, and seeing if we can find a pathway towards acting on something. So that's the challenge I would leave all of you. If you come here and you're like, oh, talking head, I heard something, but you leave thinking, what do I do with this?
then we've achieved what we're trying to do today, and you share it broadly. This isn't meant to be one of those huge events where you go anonymously and leave anonymously. So I hope some of that came out of this. So when we send you that, if you want to do something, talk to us. What can we do? If you want to let us know what we should share in other parts of Canada, right? We've done an event like this in British Columbia. We've done one here. We plan on doing more in the future. What are the things that we can say? And I got to tell you, as we speak to different regions, the message kind of is always the same, but the energy industry isn't. So it's weird to see the similarities. So how can we work together as Canadians more is something I'm vastly interested in. So to wrap things up, to be honest, thank you again to all the speakers and Anne-Marie and to you for coming, and for those online queuing in. We will also be doing a donation to the Montreal Food Bank as a thank you for having us here, in the name of EY and our speakers for giving their time as well. And with that, it's a very rainy day in Montreal. Like, look behind us here. I know online they can't see it. So I hope that you will travel safe, because that is one of the most important things. Thank you for coming out. And with that, we'll just call it a day. Thank you. Merci beaucoup. Oui. Je sais, mais j'étais un petit peu dernière minute. Ça a été difficile de trouver des panélistes, mais oui, c'était pas très mon panel, je l'avoue.